Alors, l'aboutissement de toutes ces discussions, de toutes ces rencontres, de tous ces appels par l'Internet et autres, c'est au mois d'avril 2017, on va avoir une première rencontre à l'échelle du Canada pour rassembler tous ceux qui travaillent sur le matrilinéaire au Canada. Y a pas, on n'est pas beaucoup, mais on est assez pour engager la discussion avec comme but principal de, de sortir un agenda de recherche, un programme de recherche sur le matrilinéaire en collaboration avec les sociétés autochtones, en collaboration avec les chercheurs qui travaillent avec elles et en collaboration avec des observateurs étrangers. Alors ça, c'est fin avril, 27 au... C'est 5 jours d'ateliers sérieux qui vont aussi, si on a les moyens, qui vont aussi promouvoir une méthodologie de recherche participative et participative et engagée. OK. Une semaine plus tard, on a proposé 3 panels à Casca, qui les a acceptés tous les 3, sur les sociétés matrilinéaires, l'aspect théorique pour un premier panel, avec la contribution de Nicole Mathieu, qui doit quand même être reconnue. Ensuite, le matrilinéaire dans le monde actuel. Et en troisième lieu, le matrilinéaire en Asie. Donc, on a ces 3 panels-là qui sont organisés avec peut-être quelques tables rondes, à la suite de quoi on aura établi des groupes de travail sur la terminologie, sur les pistes de recherche, sur des projets de recherche conjoints. Et ça va se passer en mai, première semaine de mai. Donc, entre maintenant et l'atelier d'avril et la conférence de mai, on va avoir du travail en masse. Mais on avait au départ prévu entre 30 et 40 participants. On en est déjà à 32 confirmés. Donc, tu vois, ça bouge vite. Ça bouge très vite. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait en place les questionnements, les questionnaires, les méthodes des et tout le monde va travailler à établir non seulement des groupes de travail et des premières ébauches, mais aussi un réseau de recherche. Donc, on est parti dans des grandes affaires. Maintenant, il faut... à Chengdu, on a commencé à parler matriculture au lieu de matrilinéarité. Matriculture comme un système culturel dont on pourrait probablement trouver des traces dans les sociétés patrilinéaires. Je veux dire, à partir du moment où tu parles d'un système culturel, tu peux aller le chercher dans les cultures qui n'ont pas de système matrilinéaire. Mais ça, c'est déjà très prometteur. Parce que le terme matriculture est quand même assez fertile. Donc, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Revoir ce qu'on entend par matrilinéarité. Enfin, il y a tout un travail de grossissement à faire. Ça n'a pas bougé beaucoup en un siècle et demi. Donc, ça va être fun. Maintenant, ça c'est donc un des grands chantiers sur lequel on travaille maintenant. Et puis à Ottawa, on est une vingtaine de personnes. Alors oui, il va falloir trouver des sous pour pouvoir payer tout le monde. Mais ça s'organise rapidement. Et puis le deuxième chantier, tu le connais, c'est celui sur le chamanisme. Lui, ce chantier, il avait commencé à Vancouver.
avec toutes sortes de directions dont on n'a pas parlé. Mais par exemple, pendant des années, on avait un laboratoire plus ou moins formel pour étudier le factuel dans les comptes rendus sur le chamanisme. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un état de transe? Est-ce qu'on peut les reproduire? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'on peut les cataloguer? OK. Et on avait des sessions où on étudiait le rêve. Parce que chez les Athapascans, tu rêves à volonté. Okay? Tu as besoin d'un rêve, tu rêves. Dans le sud, ça, c'est pas faisable. Mais ce qui m'avait frappé, c'était le fait que dès que tu vis là, le rêve est présent constamment. Tu vas prendre une décision sans en rêver, tu ne vas pas à la chasse sans avoir de rêve à ce sujet-là. Et ça n'apparaît pas dans la littérature. Du tout. Mais c'est parce que pour nous, le rêve n'est pas important en tant que société. Donc, on n'y fait pas attention. Et le fait que dans les sociétés appartiennes, tout le monde est un peu chaman, d'après notre terminologie à nous. Dans la société, non. Eliade avait tout de suite déclaré que les Tchouktchis, les Koryak, les Inuits et les Athapascans étaient dégénérés par rapport à la grande tradition primitive, parce que tu ne peux pas avoir une société où tout le monde est chaman. Mais j'ai rencontré un chien chaman qui est extraordinaire. Ça se limite pas aux humains chez les Athapascans. C'est quelque chose qui fait partie de la nature même de l'existence. Alors, tu as ceux qui maîtrisent la chose et ceux qui ne la maîtrisent pas, mais il reste que c'est partout. Donc, il m'est arrivé, bien avant la rencontre avec le matrilinéaire, la rencontre formelle avec le matrilinéaire, mais de façon encore plus ferme, la conviction que tout ce qui se racontait à propos du chamanisme était plus ou moins infléchi selon certaines directions. Eliade étant l'un des grands coupables dans cette déviation, et qu'on en savait en fait très peu. Sur ce que faisaient les gens qu'on appelle les chamans, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, et qu'on en savait encore moins sur les visions du monde qui sous-tendent les choses qu'on appelle du chamanisme. Parce que ça n'existe pas de façon isolée. Ça vient de quelque part. Ça exprime des valeurs, ça exprime des façons de faire, des façons de voir, des définitions. La plupart de ces sociétés-là n'ont pas de mots pour parler de chamanisme. C'est parce qu'il n'y en a pas de chamanisme. Puis pendant des années, j'ai commencé mon cours sur le chamanisme, le cours annuel sur le chamanisme à l'Université d'Ottawa en disant on va parler de quelque chose qui n'existe pas. Mais quand tu vas étudier les visions du monde local, alors là ça explose. Tu as un monde énorme. Alors j'ai avertissé mes étudiants, on va voyager dans des mondes dont vous ne soupçonnez pas l'existence et qui sont extrêmement riches et réels pour les gens qui les vivent. Mais préparez-vous à avoir le cerveau étiré dans tous les sens, parce que vous allez vous retrouver dans des façons de voir, des façons de faire, des façons de sentir qui ne sont pas du tout les vôtres. Et ça, c'est la beauté des études sur le chamanisme. Mais le chamanisme lui-même, c'est comme la matrilinéarité, je veux dire. J'aurais tendance maintenant à étudier les systèmes chamaniques, je mets toujours ça en pluriel, comme des systèmes de connaissances. Et c'est des modes de relation à l'être, des modes de relation au monde, où se trouve concentrée toute la créativité et toute la stupidité humaine en même temps.
la beauté de l'enseignement dans un département de sciences des religions, c'est que tu apprends ce que c'est qu'une religion, que ce que sont les religions, et c'est pas beau tout le temps. C'est vraiment... tu touches là, du doigt directement la folie humaine, c'est les maladies mentales, le délire. C'est fou ce que tu trouves dans les systèmes religieux. Tu sais, tu peux sacrifier 3 millions de personnes juste pour le fun, parce que tu es le grand prêtre et que tu peux dire n'importe quoi. Tu peux décider que tu vas adorer des fourmis, que tu vas envoyer les gens sur la planète Mars. Mais d'un autre côté, c'est là aussi où tu vas trouver les accomplissements ou les expressions les plus extraordinaires de ce qu'est la nature humaine. Donc, quand on dit religion, moi je me méfie. Mais d'un autre côté, tu sais, on a aussi affaire à ce qui tire de nous ce qui est le meilleur. Mais pour les sociétés chamaniques, tu peux pas, je vois pas comment on pourrait étudier ça dans l'abstrait ou dans l'isolement. Pour une chose, parce que tu as un mode de relation au monde qui n'est pas basé sur l'autorité, et je pense que c'est la seule caractéristique commune à tous ces systèmes-là, c'est que tu n'as pas d'autorité centrale, tu n'as pas d'église, tu n'as pas d'État qui va t'expliquer les normes, etc. Tu te retrouves avec des gens qui ont des expériences et qui se débrouillent avec leurs expériences pour en faire ce qu'ils peuvent, y compris de l'argent. Mais tu as un lien entre les sociétés dites chamaniques et les sociétés sans État. Ou les formes... Qu'est-ce qui avait dit ça? Comment est-ce qu'il s'appelle, le gars qui a étudié la Chine? Un prêtre jésuite. Verlander? Benoît Verlander? Oui. Lui, il a saisi ça. Parce que tu vas dans les petits villages chinois où il y a encore des tas de choses qui se passent. Et lui, il a saisi le fait que les sociétés dites chamaniques, comment est-ce qu'il dit, Benoît Verlander, dans son dernier livre, refusent les États. C'est des sociétés contre l'État. Il reprend Clastres. OK? Et il a tout à fait raison, à mon avis. Tu ne peux pas séparer le chamanisme du politique à cause de ça, justement. Ça leur permet de survivre en dessous. Le chamanisme coréen, par exemple, qui est resté vivant chez les femmes, les pauvres femmes dans les bas-fonds de Séoul, pour le faire. Alors que leurs maris sont complètement coincés dans le confucianisme et le bouddhisme le plus rigide. Donc, pour moi la clé de la chose, c'est que les systèmes chamaniques représentent d'une part l'accès à des façons de voir complètement nouvelles, chaque fois différentes. Donc, chaque fois que tu rentres dans un monde différent, et puis tu as très souvent ce que Rick Pinkston, avec sa sémantique de l'espace, Rick Pinkston, les principes souches, root principles d'une société, ils sont là, dans les systèmes chamaniques. J'avais fait une étude, j'avais demandé de l'argent aux crèches, mais on m'avait refusé ça parce qu'il y avait une des critiques qui avait dit si elle a raison, il va falloir refaire toute l'ethnographie de la côte du Pacifique. Mais je pouvais démontrer, et je peux encore le démontrer, que sur la côte du Pacifique asiatique, nord-américaine, jusqu'au Mexique, okay, tu as le même système chamanique quand tu es dans le même système linguistique. Dès que tu changes de système linguistique, de famille linguistique, tu arrives dans un nouveau système chamanique, avec des principes complètement différents.
Et le plus beau de la chose, c'était que quand tu prends une culture côtière et que tu prends la même culture à l'intérieur des terres, tu sais, comme les Tchouktchis de la côte et les Tchouktchis de l'intérieur, les Salish de la côte et les Salish des plateaux, et ainsi de suite, systèmes sociaux différents, économies différentes, mode de vie, cycle annuel différent. Mais si c'est la même famille linguistique, c'est le même chamanisme, les mêmes principes. Alors c'est extraordinaire. C'est lié à la langue. On va se retrouver avec mes matrilinéaires. Alors, Nicole Mathieu avait dit, une des grandes questions à étudier, c'est ce qui se passe avec les systèmes chamaniques quand on est dans des sociétés matrilinéaires. Avec un petit lien du côté de Benoît Bernardet, justement, parce que les sociétés matrilinéaires n'aiment pas les États. Puis les États n'aiment pas les sociétés matrilinéaires. Donc, tu vois, il y a toutes sortes de liens qu'on pourrait faire. Mais un des grands obstacles pour les études chamaniques, c'est le fait que ces sociétés-là reconnaissent un aspect de la réalité qui ne rentre pas dans nos conceptions à nous. Alors on a des problèmes avec ça. Il y en a d'autres. Mais c'est le fun pareil. Et puis ça touche à des questions encore plus fondamentales, mais auxquelles moi je me suis coltinée quand j'ai pris soin de maman, et encore plus quand j'ai pris soin de Yann. Qu'est-ce qui reste à la personne quand tu as ton cerveau complètement déliquescent? Qu'est-ce qui reste à la personne quand elle ne peut plus parler, quand elle ne peut plus s'exprimer, quand elle ne peut plus... Et il y a quelqu'un quand même. OK? Donc, tu as une médecine qui dit, madame, votre mari, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Puis, bon, il ne peut plus parler, il n'a plus le cerveau pour ça. Et puis, le lendemain, ton mari, qui n'a pas dit un mot depuis 10 jours, te dit, de façon tout à fait claire, alors qu'il n'a plus le cerveau pour ça ni rien, il te dit, it's okay, c'est correct. Quand on peut pas, t'as pas besoin de pleurer. On ne peut pas continuer à désirer ce dont on ne se souvient pas. Il te sort ça, puis il se referme comme une huître. D'où ça sort? Tu sais? Ou bien qu'il te dit, alors qu'il est censé être complètement catatonique, qui ouvre un œil, qui te regarde et qui dit, you know, tu sais, à ce stade-ci, chaque matin est un monde complètement nouveau. Puis ça referme. Alors là, tu repars dans le système Athapascan parce que tu as ta personne qui n'est pas dans son corps, mais le corps qui est dans la personne, comme une extension. Le mot âme en Athapascan, dans les langues athapascanes, tu en as deux. Tu as l'écho ou l'image. C'est ce que tu envoies quand tu rêves. Quand tu rêves, tu envoies cette image ou cet écho. OK? Et c'est ton extension. Alors, le loup fait la même chose, puis vous vous rencontrez, puis on fait ça. Et l'autre mot pour âme, ça veut dire, c'est quoi? C'est ton espace. Et ton corps est la manifestation de cet espace-là. Alors, je regarde mon mari, puis oui, il est, tu vois. Alors, l'anthropologie, ça mène un peu à tout, hein. Le religieux, ça c'est différent. Le religieux, c'est du domestiqué déjà.